Alors, bienvenue à la troisième et dernière partie de la Vigile Triptyque. Nous sommes le samedi 5 novembre 2011. C'est, si je ne m'abuse, la 31e vigile, 32e vigile, déjà. Et tu comptes celle du 18 juin ou pas dans les 32? Ça compte pas. Oh, bon. Donc, 32e vigile, sans compter, donc ça fait 33 semaines que ça a commencé. On a invité les différents représentants des groupes qui font partie de CAP sur l'indépendance et d'autres représentants de mouvements indépendantistes à venir aujourd'hui pour discuter de la question comment briser l'image d'éparpillement, de dispersion, d'atomisation du mouvement indépendantiste qui est véhiculé entre autres par les médias. Et comme on le voit, nous sommes tous fiers et unis, rassemblés pour discuter de la question. Ce qui va animer, j'espère, le débat. J'ai réfléchi cette semaine à cette question-là pour essayer de voir quel angle aborder, parce qu'on est, ne serait-ce que dans le cadre sur l'indépendance, différents groupes. Et ces groupes-là ont des motivations ou des missions ou des visions du problème légèrement différentes. On est tous indépendantistes, on veut tous la même chose, mais selon des angles légèrement différents. Et c'est un peu ce qui crée un morcellement par différents groupes, un morcellement en différents groupes, pardon. Et ce que je me suis dit, c'est que il y a quelque chose, il y a un mouvement qu'il va falloir faire, c'est-à-dire que si on a tout le temps du monde devant nous, on peut se permettre de laisser les choses aller naturellement, tranquillement, peu à peu, à force de discuter entre nous, on se rend compte qu'il y a des points communs, on se rend compte que des gens ont des arguments moins solides que d'autres. Bon, ils prennent les arguments d'autres personnes qui sont plus articulées. Et tranquillement, si on laisse les choses aller naturellement, d'ici 2-3 ans, bon, on va finir par tous être unis, puis tout va être bien. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a 2-3 ans devant nous, et est-ce qu'il faut commencer à être un peu plus proactif et commencer à aller de l'avant et dire là, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on forme un seul mouvement, une seule force et qu'on soit coordonné. Et pour qu'on soit coordonné, je pense que ça va demander une espèce de prise de position commune. Il va falloir accepter de pas comment je pourrais exprimer ça? Il va falloir accepter que le mouvement ne représente pas parfaitement nos petites aspirations personnelles. Il va falloir laisser de côté une bonne moitié de nos caprices, je vais dire ça comme ça, et de nos visions des choses, et tous se mettre derrière une ligne commune. La première chose derrière laquelle il faut s'entendre et derrière laquelle il faut s'unir, selon moi, c'est qu'il faut commencer à se demander à quel niveau de danger on est. C'est-à-dire, on est menacé par un ethnocide, c'est-à-dire la disparition de la culture québécoise et de la culture francophone au Québec. On est à quel niveau de danger? Est-ce qu'on est encore très gras, très à l'aise dans nos affaires, puis tout va bien, puis on a encore le temps, puis on a encore 10 années devant nous, et on n'est pas tant en danger que ça? Ou est-ce qu'avec le gouvernement Harper et tout ce qui se passe au niveau du bousillage de l'illusion bilingue dans la totalité du Canada, on est en train de voir, surtout depuis qu'ils se sont rendus compte, mon Dieu, on peut avoir un gouvernement majoritaire sans le Québec. À ce moment-là, la pression et le poids politique du Québec et l'espèce de levier et de lobby que pouvait être la francophonie a complètement disparu et le gouvernement Harper sait maintenant que, maintenant, ce qui est important pour lui, ce sont les communautés, toutes les minorités ethniques, et c'est ce qui explique le choix de, comment il s'appelle, et je sais plus, c'était Chili quelque chose, merde, j'ai oublié. Enfin bref, qui est quelqu'un qui parle pas français, mais qui avait écrit dans le journal contre les francophones, puis qui s'amusait à pitcher les francophones un peu. Mais l'agent de communication? Oui, l'agent de communication, c'est ça. Bon, je suis désolé, le dossier est un peu loin de ma mémoire, j'ai oublié son nom, c'est Percy Kelly. Qui s'appelle, mais qui lui est un spécialiste des communautés culturelles et tout, et Harper l'a choisi parce qu'il a besoin de quelqu'un pour s'occuper des communautés culturelles qui sont beaucoup plus importantes pour lui que la francophonie, dans sa vision des choses et ce qu'il est en train d'amener. Donc, la première question à se poser, tous en tant qu'indépendantistes, on est à quel degré de danger? Et il faut s'entendre sur une ligne commune et à la limite, je veux pas dire artificielle parce que le terme est un peu faux, mais c'est-à-dire
tous se dire, OK, nous, on décide qu'on est en danger à tel niveau. On est en DEFCON 4, ou on est en alerte orange, ou on est en n'importe quoi, appelez ça comme vous voulez, mais on est à tel niveau de danger, il est moins 10 sur l'horloge, bon, tout ce qu'on veut, mais on crée une image claire. Et à partir de cette image-là, il y a deux choses. Un, cette image-là va devoir être transmise à la population et qu'on démontre, regardez, on est à tel degré, à tel niveau. Il y a 50 ans, on avait tel poids dans le Canada pour telle raison, la francophonie, c'était telle chose. Au 19e siècle, la francophonie, ça s'étendait un peu à travers l'Amérique du Nord. Toutes ces affaires-là, il va falloir les numériser et créer une espèce d'imagerie claire qu'on va pouvoir transmettre aux gens pour leur dire, regardez, la situation en est là maintenant, et l'étape suivante, on va descendre là, ensuite on va descendre là, ensuite c'est fini. Ensuite, il n'y a plus rien à faire, c'est foutu, on a tout perdu. L'autre chose, c'est que nous, nous les indépendantistes, les militants, ça va nous forcer à prendre des décisions du genre. Est-ce qu'on a encore le loisir, le luxe de théoriser sur de nouvelles approches, par exemple politiques, ou de nouvelles approches sur comment on fonctionne et tout, ou non, là, on est au strict minimum, il faut en vitesse qu'on agisse et il faut qu'on passe par le plus court chemin et qu'on soit le plus discipliné possible et le plus organisé possible. Parce que il y a une espèce de ballon, là, ou bien on est libre de faire ce qu'on veut et on explore, on théorise, et puis on discute, et puis on regarde qu'est-ce qui est le plus intéressant et le mieux, ou bien on se concentre, on se pince le nez à la limite, et on agit, et on va par là, tous ensemble, et on dit, bon, tant pis, c'est pas exactement à 95% ce que je crois, c'est à 72% ce que je crois, mais j'y crois assez pour me pincer le nez sur le 30% qui reste ou le 28% qui reste, et puis je suis, puis je vais par là. Ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question à se poser, c'est sur parce que, bon, tout ça, c'est dans une question de notre rapport avec les médias. Comment on perçoit les médias? C'est quoi les médias pour nous? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les médias? Est-ce que les médias, c'est un ensemble corrompu, pourri, il n'y a plus rien à faire avec ça? Et tout ça, bon, à ce moment-là, décidons tous ensemble que c'est corrompu, pourri, qu'il n'y a rien à faire avec. On les oublie, on les écoute plus, on fait plus rien. On construit nos propres systèmes de communication. Et puis, on est aveugle et sourd à tout ce que les médias peuvent raconter sur nous. Ça ne nous touche pas. On les écoute plus. On s'informe plus à partir d'eux. Ou bien est-ce que les médias, c'est une espèce de système un peu paresseux sur les bords où tout le monde répète un peu l'information que les autres disent, puis personne ose contredire tout le monde, puis les journalistes de TVA, dans le fond, grosso modo, reprennent la nouvelle de Radio-Canada, ils la changent un petit peu dans les coins, mais dans le fond, ils n'iront pas complètement à contre-courant, à moins que ce soit les intérêts de la compagnie qui soient mis en jeu, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on se dit que c'est ça, et là, il faut leur préparer une espèce de petits produits pré-mâchés qu'on leur donne. Regardez, voici notre communiqué, répétez notre communiqué, et puis ça va être beau, et puis les journalistes sont tout contents. Ah, un communiqué, je vais recopier le communiqué, puis je n'ai pas plus à travailler que ça. Est-ce que les médias, c'est une espèce de force avec toutes sortes de gens, des gens qui sont pro-indépendantistes, puis qui sont intéressés, des gens qui sont fédéralistes, qui sont intéressés, des gens qui sont indépendantistes, qui sont paresseux, des gens qui sont fédéralistes, qui sont paresseux. Et là, c'est une question de prendre contact avec certains journalistes, les travailler au corps, voir avec eux, faire des contacts, savoir comment on communique avec tel groupe, avec tel autre et tout. Et puis, donc, nous, être au courant un peu de comment la machine fonctionne, comment la bête fonctionne, et appuyer sur les bons boutons et tout. Ou bien, est-ce que les médias, ce sont les porteurs de la vérité, et de toute façon, quand ils diront qu'on sera unis, ben c'est qu'on sera unis, et c'est eux les juges de ça. Alors, tout l'éventail est possible. Ça, c'est 4 exemples. J'imagine qu'on peut y aller plus loin que ça, mais la question, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur comment on agit en groupe, fondamentalement, tous les indépendantistes face aux médias. Et malheureusement, tous les indépendantistes, ça veut dire les politiciens aussi. Donc, ça alourdit un peu ça fait boiter un peu la machine, malheureusement. L'autre question qui a été débattue souvent ici, et j'ai été le porteur d'une tendance contre l'ensemble des vigiles, c'est notre rapport à la population du Québec. Est-ce qu'il faut considérer que la population du Québec, et je vais caricaturer, a une espèce de sagesse populaire fondamentale, qu'il faut faire confiance au peuple québécois, que le peuple québécois va savoir ce qui est bon pour lui, et que, dans le fond, on n'a rien à faire ici, puis on peut rentrer chez nous, le peuple va faire l'indépendance tout seul, puis on n'a pas à forcer. Il faut considérer qu'il y a un problème de conscientisation au Québec, un problème de rapport à la démocratie, un problème de, je veux dire le mot, d'éducation et
de conscientisation, de responsabilité par rapport à ce que doit être une démocratie. Une démocratie, c'est pas je suis chanceux, je suis né dans une démocratie, je suis libre, j'ai des droits, tout va bien, je suis dans un pays riche et il n'y a pas de problème. On est né dans un pays qui a des droits parce que des gens, dans les années, les siècles précédents, ont travaillé, ont fait des efforts, se sont battus, sont morts à la tâche aussi dans certains cas, pour qu'il y ait des droits, et ces droits-là doivent toujours être surveillés, doivent toujours être pris en compte, et ces droits-là sont accompagnés de devoirs et de responsabilités, et ces devoirs-là doivent être accomplis. Si les gens ne font pas leur devoir de citoyen, ben la démocratie s'écrase, et puis il se passe, regardez ce qui se passe. Je pense qu'on a des exemples de plus en plus parlants, de plus en plus criants de ce qui est en train de se passer, parce que les gens ne s'intéressent plus à la démocratie. Et les gens disent, c'est le politique qui n'est plus à la... Comment je peux dire? Que les gens se désintéressent de la politique parce qu'il y a de la corruption. Et ça, c'est ma ligne personnelle. Selon moi, il y a de la corruption parce que les gens se désintéressent de plus en plus de la politique. Et laisser le terrain et laisser la place vide, la nature a horreur du vide et la place va se remplir naturellement. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Elle peut être discutée, on peut décider que notre rapport à la population, c'est de dire non, il faut faire confiance à la population et c'est plus le système politique qui est corrompu. Ça, c'est donc 3 points que j'amène, qui sont des... mais surtout, le rapport, je pense, pas autant qu'on a, tant à quel point la situation est critique en ce moment, à quel point ça va mal, à quel point la langue française, la culture française est en danger en ce moment. Et je pense qu'il faut, avant tout, en tant que groupe indépendantiste, s'entendre sur cette question-là et se dire, OK, on est très en danger ou on est relativement en danger ou, bon, il faut créer une espèce, je sais pas comment expliquer ça, vous donnerez des idées si vous en avez, mais de lignes ou d'images ou pas de slogan, mais bon, en tout cas, c'est ça. Je vais compliquer le concept si j'essaie de rajouter trop d'idées là-dessus. C'est à peu près ça. C'est avec ça que je vais lancer le débat. Et puis, donc, vous êtes invités à prendre le relais et puis discuter à la suite. Ou sinon, je reviens et je continue à parler. Alors, si vous voulez rajouter quelque chose. Vas-y, Réal. Ça tombe bien le thème que tu abordes parce que j'ai écrit un article cette semaine, mais il n'est pas encore sur Vigile parce qu'il y a des points un peu litigieux dessus. Mais pour répondre à ta question, oui, d'après moi, on est au niveau d'alerte rouge, OK? Et c'est pas juste une question de disparition de la langue ou de la culture. Il y a aussi une question économique, OK? On est pillé, OK? Ça commence à paraître, mais... J'ai une petite note là, parce que... OK. Donc, ça commence à paraître, ça fait longtemps que ça se prépare, OK? On sait que les libéraux, le gouvernement libéral est dans sa 10e année. J'ai trouvé un cas cette semaine extraordinaire pour démontrer à quel point on se fait piller partout au Québec. Mais aussi que ça a été préparé de longue main. Okay? C'est un article qui est paru dans la presse. Je ne me trompe pas, moi je l'ai eu sur Cyberpresse. Et ça concerne des contrats qu'Hydro-Québec a donnés à des Amérindiens dans le complexe de la Romaine. Okay? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a le projet de la Romaine qui fait partie du plan Nord. On s'entend que Charest a déterminé que la Romaine, ça fait partie du plan Nord, c'est sur la côte Nord, ça va produire de l'électricité pour l'exploitation des ressources naturelles du Québec, entre autres. Bon, alors, je vais utiliser cet exemple-là pour vous démontrer 5 mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement actuel pour rendre possible le pillage. OK? Donc, qu'est-ce que c'est l'affaire qui se passe à la Romaine? C'est que Hydro-Québec, le gouvernement du Québec a passé des lois ou des règlements qui disent que Hydro-Québec, dans le développement de la Romaine 1 et 2, doit en priorité donner des contrats aux Amérindiens et à des compagnies amérindiennes et que ces compagnies-là doivent être sous contrôle amérindien majoritaire. Okay?
Bon, c'est un bon règlement, une bonne loi, tu sais, ça a l'air beau, tu sais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? C'est que, je vais vous le démontrer, en bout de ligne, on pense que les contrats ont été donnés à des Amérindiens, les contrats ont été donnés à Saputo. Ouais. OK? Je vais vous montrer comment que ça s'est fait. OK? Donc, l'affaire, c'est que pour la construction du barrage et pour la construction de la ligne de transport d'électricité, il y a eu un contrat donné pour couper le bois, pour passer la ligne, 735 kW, et un autre contrat donné pour couper le bois là où l'eau va s'accumuler. Parce que quand l'eau monte, il ne faut pas que tu laisses le bois là, ça dégage du mercure, c'est très néfaste. Coupe le bois. Bon, d'habitude, dans les autres constructions de barrages, le bois était vendu. Il y a une compagnie qui achetait le bois. Donc la compagnie arrivait avec ses bûcherons, puis de la machinerie, puis il coupait le bois, puis il l'amenait à la scierie, il faisait du bois d'œuvre, qu'on appelle, des 2 par 4, des planches, non? Puis c'était vendu sur le marché. À la romaine, c'est pas comme ça que ça se passe. À la romaine, le bois est donné. Le bois est donné à une compagnie et en plus, on donne 35 millions de dollars à la compagnie pour couper le bois. Au lieu que ce soit la compagnie qui achète le bois, on donne le bois et on paye la compagnie pour l'enlever. C'est bizarre en fait. Bon. Donc, il y a une compagnie qui s'appelle Produits Forestiers Innu qui a obtenu ces 2 contrats-là pour 35 millions de dollars. C'est bien. On se dit, les Amérindiens vont travailler, tu sais, mais là, pourquoi qu'ils leur donnent le bois? Donc, je vais vous démontrer 5 mécanismes qui sont en place dans cette affaire-là. Le premier, c'est l'instrumentalisation d'Hydro-Québec, OK? Et l'utilisation de contrats secrets, d'ententes secrètes. Donc, nous, on est des citoyens, on n'a pas le droit de savoir qu'est-ce que Hydro-Québec a signé avec une compagnie. Okay? Ça, c'est le premier mécanisme. Et Hydro-Québec, évidemment, c'est dirigé par Thierry Vandal, qui a été mis là par Jean Charest, et toute la haute direction d'Hydro-Québec, c'est des nominations du gouvernement libéral. Le deuxième mécanisme, c'est l'instrumentalisation des Inuits, okay, qui servent de société paravent, okay, pour cacher des magouilles en arrière. Troisièmement, le troisième mécanisme, c'est l'accaparement de la richesse, de nos richesses naturelles par un réseau occulte de petits amis libéraux. Okay? Ça, c'est le troisième mécanisme. Le quatrième mécanisme, c'est le financement de la caisse du PLQ par des compagnies impliquées dans ces affaires-là. Et le cinquième mécanisme, c'est le fait que, pour une raison on ne comprend pas, il n'y a pas de redevance. Il n'y a pas de droit de coupe. OK? Alors, c'est beau, comme si on applique ça à la loi des mines, c'est comme si on donnerait le minerai gratuitement. Là. Les droits de coupe, c'est l'équivalent des redevances. Dans ce cas-là, il n'y a pas de droit de coupe, il n'y a pas de redevance. Ces 5 mécanismes-là, c'est le modèle, c'est le pattern que le gouvernement applique dans le plan Nord. Okay? Donc, dans le cas dont on parle, ça a commencé en 2008 à se planifier ce qui se passe maintenant. En 2008, la compagnie Jolina Capital, qui appartient à Saputo, c'est son holding d'investissement. La compagnie Jolina Capital a acheté Produits Forestiers Arbec. Bon, une compagnie de bûcherons, une compagnie qui coupe du bois, qui était à vendre. Ils ont acheté ça à 100%. Ensuite, cette compagnie-là, Produits Forestiers Arbec, elle est établie à La Tuque, en Mauricie. Donc, c'est une compagnie, comme il y en a peut-être des centaines, ils ont été achetés par Jolina Capital. C'est quand même spécial qu'un fromager achète une compagnie qui coupe du bois. Tu sais, c'est loin, c'est en Mauricie. Qu'est-ce qu'ils s'en vont faire là, c'est plutôt. Bon. Alors, ensuite, 2 mois plus tard,
En passant, Saputo, en passant par sa compagnie Gelina, puis en passant par Produits forestiers Arbeck qu'ils venaient d'acheter, ils ont acheté une autre compagnie qui s'appelle Rémabec. Rémabec, c'est une autre compagnie qui travaille dans l'industrie du bois. Mais Rémabec, c'est une compagnie qui appartenait à ce moment-là au Conseil de la Nation Natashquan. Vous connaissez ça, Natashquan, hein? Le pays de Gilles Vigneault. Donc, il y avait le conseil de bande, là, le conseil de la nation Natashquan, possédait une compagnie qui coupait du bois. Mais là, Produits forestiers Arbeck, qui maintenant appartient à Saputo, ils ont acheté 75% de la compagnie. Excusez-moi. Rémabec a acheté 75% d'une scierie, la scierie de la rivière Saint-Jean. L'autre 25%, justement, appartient au Conseil de la Nation Natashquan. Donc, les Indiens, le Conseil de la bande, possédait une scierie et ils ont vendu 75% de la scierie à Rémabec, qui est contrôlé par Saputo. Un an plus tard, Hydro-Québec donne le premier contrat à la compagnie Rémabec, contrôlée par le conseil de bande. L'année suivante, Hydro-Québec donne le deuxième contrat, et ces deux contrats-là sont donnés sans appel d'offres. Il n'y a pas d'appel d'offres. Nous autres, les Québécois francophones ou anglophones ou une compagnie américaine ne peut pas appliquer sur ce contrat-là. C'est sans appel d'offres. C'est automatiquement, ça va aux Amérindiens parce qu'il y a des règlements dans ce sens-là. Donc, vous avez une scierie qui appartient maintenant à 75% à Saputo. Vous avez une compagnie qui coupe du bois qui appartient à 49%. Celle-là, j'ai oublié de vous la mentionner. Là. Rémabec appartient maintenant à 49% à Saputo et à 51% aux Indiens. 51-49. Donc, la compagnie est majoritairement la propriété des Amérindiens, par 2% seulement. Bon. Alors là, qu'est-ce qui se passe après? On commence à couper le bois. Donc, on n'oublie pas que le bois, il nous est donné. Okay? La compagnie qui coupe le bois, qui s'appelle Produits forestiers Innu, qui appartient à 51% au conseil de bande de Natashquan, il y a juste un travailleur sur 3 qui est un Amérindien. Les autres, c'est des Blancs. Sur 60 bûcherons, il y a 20 Amérindiens. Les autres, ils coupent le bois. Le bois s'en va à la scierie de la rivière Saint-Jean. C'est pas une petite quantité, là. C'est 700 000 mètres cubes de bois. 700 000 mètres cubes de bois. S'en va à la scierie de la rivière Saint-Jean, qui appartient à 25% au conseil de bande de la nation Natashquan. Ce bois-là, une fois transformé en bois d'œuvre, s'en va à la compagnie Boscus. Boscus, c'est un vendeur de bois international. À qui appartient Boscus? À Saputo et aux Holdings Gelina. Le bois d'œuvre qui sort de la scierie, il en est rentré 700 000 mètres cubes, il en sort 700 000 mètres cubes, et 1 mètre cube de bois sur le marché international, ça vaut 200 $. En fait, les Chinois qui ont beaucoup besoin de bois, ils donnent 200 $ le mètre cube, même si c'est du bois de mauvaise qualité. Pour du bois de bonne qualité, ils vont même donner plus, mais on évalue ça au minimum. Le bois vaut 140 millions de $. Donc, à l'entrée, le bois a été donné. On a payé 35 millions pour le faire couper. Il a été transformé, il a été coupé par une compagnie qui appartient à 49% à Saputo. Il a été scié par une compagnie qui appartient à 75% à Saputo. Puis il est vendu par une compagnie qui appartient à 100% à Saputo. OK? C'est vendu en Chine ou en Arabie Saoudite. Bon. Là, vous avez le premier mécanisme, on a dit, c'était l'instrumentalisation d'Hydro-Québec et éventuellement, dans d'autres programmes, ça va être l'instrumentalisation de la Caisse de dépôt et de placement ou ça va être les fonds d'investissement comme il y a Investissement Québec qui vient d'annoncer qu'ils vont mettre 500 millions dans le développement du plan Nord. Donc, il y a instrumentalisation de nos outils de développement comme Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et de placement. Et tout ça protégé par des ententes secrètes. Ça, c'est le premier mécanisme.
il y a une porte-parole de Hydro-Québec qui a déclaré que, écoutez bien ça, les contrats ont été donnés aux Inuits, citation, afin de permettre à des entreprises Inuits d'avoir accès à des contrats qui, en d'autres temps, ne leur seraient pas accessibles par manque d'expertise, par manque d'équipement, par manque de ressources financières et par manque de ressources humaines. Donc, une compagnie qui n'a pas de bûcheron, qui n'a pas de capital, qui n'a pas de machine, qui n'a pas d'expertise, elle peut avoir un contrat pour faire une job dans laquelle elle ne connaît rien, on lui donne 35 millions pour faire quelque chose que, normalement, elle ne figure même pas dans le portrait. Okay? Ça, c'est la Marie-Hélène Deveau, de porte-parole d'Hydro-Québec, qui a déclaré ça. Hydro-Québec a signé 3 ententes avec 4 communautés dans le cadre du projet de la super Romaine, le super projet de la Romaine. Et ces ententes-là, citation, elles ne sont pas publiques car elles sont en partie commerciales. Donc, on va payer 35 millions de dollars pour faire couper du bois qu'on va donner, et on n'a pas le droit de voir les ententes. Hydro-Québec a dit qu'il s'assurait que dans toutes les différentes formes que peuvent prendre ces partenariats, la partie autochtone demeure majoritaire. On a vu c'est quoi là, la majorité? Ils ont 2 % de majorité dans la compagnie qui coupe le bois. La scierie, c'est autre chose, OK? La scierie, c'est pas un contrat du gouvernement du Québec. Bon. Alors, le Québec Wood Exportation Bureau estime le mètre cube de bois minimum à 195 $. Les Chinois payent 200 $ le mètre cube, même pour du bois de mauvaise qualité. Et le gérant de la scierie a déclaré que le bois qui est coupé là, il est du bois d'excellente qualité. C'est de l'épinette, c'est parfait pour faire de la charpente de maison. Alors maintenant, le deuxième mécanisme. À quelle sorte d'Inuits on a affaire, OK, qui accepte que dans la compagnie qui contrôle, à 51 %, il y a juste 20 Indiens qui travaillent là. Puis c'est une majorité de Blancs. C'est bizarre, là. Il y a une communauté là, à côté de la scierie, là. OK? La scierie elle-même, qui appartient à 25 % maintenant au conseil de banque et à 75 % à Saputo, la scierie est située juste à côté de la communauté autochtone de Mingan. Okay? La communauté autochtone de Mingan, c'est eux qui, cette semaine, les nouvelles, si vous suivez ça, viennent de recevoir des chèques. Chaque adulte a reçu 2 chèques de 3 000 $. Chaque enfant a reçu 2 chèques de 1 500 $. Ça vient d'Hydro-Québec. Hydro-Québec donne l'argent au conseil de banque. Le conseil de banque, il y a tellement d'argent qu'il ne sait pas quoi faire avec, fait qu'il donne des chèques à tout le monde. T'sais? Donc, on se dit, quelle sorte d'Inuits c'est ça, que Hydro-Québec lui donne des chèques. C'est comme, ça ressemble à acheter du monde, ça ressemble à des enveloppes brunes, mais c'est fait ouvertement. OK? Et, moi, je considère que c'est une honte de la part d'une compagnie d'État comme Hydro-Québec de distribuer de l'argent comme ça, OK? Dans des communautés où il y a bizarrement un haut taux de chômage, alors qu'à côté, il y a une usine puis une compagnie de bûcherons qui appartient aux Indiens, puis les Indiens ne travaillent pas là. Dans la scierie, il n'y a pas un Indien qui travaille. La scierie est à côté de Mingan, il n'y a pas un Indien qui travaille là. OK? Donc, c'est quoi ce genre de leader amérindien-là qui prend de l'argent d'Hydro-Québec et qui distribue ça dans une communauté où il y a un haut taux de chômage, haut taux d'alcoolisme, haut taux de consommation de drogue? Ça ressemble à des Indiens qui sont achetés puis qui neutralisent leur peuple, ils rabaissent leur peuple, ils se font acheter pour des pinottes, les autres aussi. Là. Bon. Donc, il y a deux processus honteux là-dedans. D'une part, Hydro-Québec qui achète le monde, d'autre part, les chefs amérindiens qui négocient ces ententes-là, qui acceptent l'argent, puis qui le distribuent. On sait bien que dans un an, tout cet argent-là va disparaître. Le troisième mécanisme dont j'ai parlé, c'est l'accaparement de la richesse par le réseau occulte des petits amis libéraux. Alors, c'est ça, c'est une compagnie comme Saputo. Comment se fait qu'ils sont rendus sur la Côte-Nord?
On sait que Saputo, ça a commencé dans le fromage, mais ils sont propriétaires de plein de gratte-ciel à Montréal. Ils sont propriétaires de compagnies... c'est incroyablement riche aujourd'hui, Saputo. Mais ils sont même rendus sur la côte nord à couper du bois pour faire des planches. Tu sais, c'est incroyable. Là. Donc ça, c'est des compagnies qui sont développées à force de corruption, de collusion, et ça fait partie du réseau libéral, OK? Bon, là, cette compagnie-là, Saputo, je ne vais pas vous lire au complet la citation, mais il y a un texte, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Mafia Inc. Et M. Richard Lehir l'a cité largement sur Vigile. Cette compagnie-là, Saputo, fait partie de ce qu'on appelle le réseau mafieux au Québec. C'est écrit dans le livre, et puis il n'y a pas eu de poursuite judiciaire, donc Saputo doit reconnaître que c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de poursuite. Tu sais. Le quatrième mécanisme, c'est le financement de la Caisse du Parti libéral du Québec. Les trois personnes qui sont gérants, conseil d'administration de Rémabec, Régent Paré, Roger Tremblay, Éric Bouchard, à l'eux trois, ils ont donné 18 000 $ de financement au Parti libéral du Québec depuis 2006. Ensuite, vous avez dans la compagnie Jolina, le holding de Saputo, Jolina Capital, vous avez Joe Marcilly et sa femme Nancy Triassi qui y vont à coût de 3 000 $ chaque année. Ça, c'est le réseau du Québécois qui a révélé ça dans le financement. Puis ça, on parle juste de l'année 2016 ou 2017. En tout cas, le RRQ a sorti les chiffres là-dessus. Et on sait que Saputo, la seule famille Saputo, de 2000 à 2009, donné près de 80 000 $ au Parti libéral. Je n'ai pas les chiffres pour 2010-2011. Et ça, c'est des chiffres publics. Si vous allez sur Internet, le registre, là, le directeur des élections, sur le financement des partis politiques. Donc, le quatrième mécanisme, c'était ça. C'est le financement de la caisse électorale du Parti libéral. Et le cinquième mécanisme, c'est que aucune redevance. Et là, ça c'est le pattern que le Parti libéral a installé, puis c'est pas d'hier, là. Ces gens-là qui ont acheté ces compagnies-là en 2008-2009, ils savaient ce qui s'en venait cette année, là. OK? Donc, on peut imaginer que dans le développement du plan Nord, ces cinq mécanismes-là, on va les retrouver un peu partout. Ils vont trouver des raisons pour dire que ben là, c'est dommage, à cet endroit-là, il n'y aura pas de redevance. Et mettons, dans des cas comme des mines de lithium, dont on a beaucoup au Québec, on peut présumer qu'ils vont trouver toutes sortes de cas pour faire que la compagnie ne paye pas de redevance. Et maintenant, pensez aux 40 milliards de barils de pétrole qui sont dans l'île d'Anticosti. 40 milliards de barils de pétrole qui valent aujourd'hui 100 $. C'est 4 000 milliards de dollars qui sont là, qui ont été vendus à 10 cents l'acre à des compagnies par avant, comme les compagnies amérindiennes. Puis en arrière, quand vous grattez, vous découvrez que c'est la compagnie Total qui appartient à Desmarais qui contrôle ça. Okay? Donc, c'est pas demain la veille qu'on va collecter notre premier pétrodollar ici au Québec. Alors, c'est ça que je voulais vous présenter dans le cadre de la question de Thierry. Oui, il y a urgence parce que ces gens-là travaillent depuis des années à installer ça. Puis là, la pompe a commencé à marcher. Puis même si on était des millions à vouloir l'indépendance du Québec, le jour où ça va arriver, on va se ramasser avec une caisse vide, un pays exsangue. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter dès maintenant le pillage, même si l'indépendance ne se fait pas à la prochaine élection. Il faut arrêter le pillage. Et dans ce sens-là, ce que tu disais, c'est hyper important
qu'il y a des alliances, qu'il y a des pactes. Ce qui manquait dans ton discours, c'est l'expression « plus petit commun dénominateur ». Quel est le plus petit commun dénominateur entre les différents partis politiques, que ce soit le Parti indépendantiste, Québec solidaire, le Parti québécois, M. Ossin avec son option nationale, les indépendants indépendantistes? Le plus petit commun dénominateur, ça devrait être justement l'urgence nationale qu'il y a actuellement d'arrêter le pillage, de sortir les libéraux de l'Assemblée nationale. C'est ça ma conclusion. OK? Ben, vas-y. Ah, OK. Bon, ben... Oui, OK, pour que tu répondes aux questions. Ben, merci Réal pour avoir dramatisé de manière encore plus précise le problème, parce qu'effectivement, là, ça rajoute du poids, effectivement, à la question culturelle, mais qui est importante aussi, qui est la question de l'identité. Moi, ce que je me dis aussi, c'est que quel est l'objectif qu'on a, et je reviens à la question indépendantiste, c'est que on avait des acquis, on avait des leviers de contrôle en septembre-octobre 95, qui était ce que Parizeau avait mis en place, qui était la Caisse de dépôt et de placement, ce qui était ses contacts avec les détachements militaires au Québec par rapport, qui avait parlé aux détachements militaires de l'Ontario et tout, et qui avait dit, écoutez, nous on va suivre le gouvernement du Québec, qui était ses relations avec le président de la France, qui devait appeler le président américain pour le calmer dès que l'indépendance était prononcée. En tout cas, il y avait toutes sortes de choses qui étaient prêtes, qui avaient les mains sur le levier économique du Canada au complet et qui disait au Canada, là, écœurez-moi pas trop parce que je peux ouvrir la trappe et puis vous allez perdre aussi. En tout cas, il y avait toutes ces choses-là. Et la question, la question horrible qu'il faut poser, c'est à quel point on a reculé depuis 16 ans sur ces questions-là, à quel point on avait du contrôle, on avait du pouvoir, on avait des leviers, et combien on en a perdu depuis 16 ans, à quel point on est démunis maintenant par rapport à il y a 16 ans. Et en plus, cette question-là, c'est que ces leviers-là, à mon sens, c'était même pas assez. Il faudrait avoir des leviers encore plus puissants que ceux qu'on avait à l'époque. Et alors, regardez le travail qu'on a à faire. On a énormément de travail à faire au niveau de la récupération, ne serait-ce que de pouvoir qu'on avait et qu'on n'a plus. Parce que les libéraux sont passés là-dedans, ils ont grugé. De toute façon, Lucien Bouchard est passé là-dedans puis il a cassé aussi pas mal de machines et mécanismes. Avant ça, il y a toute une espèce de côté, OK, les Québécois ont eu peur, il faut revenir à une espèce, l'économie doit être la règle de droit et tout ça, et puis c'est l'économie avant tout. Mais, je veux dire, l'économie avant tout comme règle toute seule, Parizeau l'avait dit dans une entrevue aussi, il avait dit, l'économie, là, c'est ça, là, ça flotte, tout ça. Le déficit zéro, c'est une utopie, c'est une niaiserie. L'économie, tu joues avec, tu verses par là, tu fais rouler l'argent. L'important, c'est que l'argent roule puis que ça circule. C'est un jeu, l'économie aussi. C'est pas un dieu, et puis, il faut arriver à zéro devant notre dieu, et puis là, ça va marcher. Bon, en tout cas. Donc, la question qu'il faut poser, c'est qu'il y a tout le phénomène de la dispersion des mouvements. Réal en parlait, effectivement, le plus petit dénominateur commun qu'il faut ramener. Je suis d'accord tout à fait. Mais la question, c'est qu'on sent aussi, moi je vois ça comme différents degrés ou différents cercles de plus en plus larges. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les militants qu'on est ici. Ensuite, il y a 40% des Québécois qui se disent indépendantistes. Ensuite, on a le reste de la population, à peu près 60%. Ensuite, on va commencer à voir le reste du Canada où tous les gens qui, au Québec, ont intérêt à ce que le Québec ne devienne pas indépendant. Mais ces gens-là, il va falloir gagner ça cercle par cercle. Et ce que je sens, c'est que le 40% des indépendantistes, ils sont en attente. On sent qu'ils sont là en train de dire, bon, là, ils se chicanent, ils sont dispersés, ils sont divisés, on bougera pas. Et je sens, moi, que tant qu'il va y avoir cette espèce d'image de division que les médias vont diffuser allègrement, mais tant que ça va être corroboré par le moindre indice, le 40% ne bougera pas. Le 40% est en attente, et on parlera du 60% à un autre niveau, là, ça c'est encore autre chose, mais le 40% qui se disent indépendantistes, tant que les militants, tant que le cœur, tant que ce qui commence ici quelque part ou ailleurs et tout, mais on va dire, on est ici, alors on va dire ce qui commence ici pour faire image, tant que ce qui commence ici lance pas une espèce d'appel à ce qu'il y ait une union et une coordination peut-être surtout des forces indépendantistes militantes et qui gueulent et qui parlent, et tant que ces gens-là ne vont pas s'entendre pour avoir un discours commun, le 40% ne sera jamais rejoignable.
Et le 40% va toujours dire « il chicane, ça ne nous tente pas et tout ». Donc, la question, c'est est-ce qu'on est assez en état d'alerte, assez en état d'urgence pour commencer à dire « OK, là, on va arrêter, là, il faut dégommer Charest, il faut avancer, il faut faire quelque chose. » Donc, on se fera des discussions à l'interne, mais de manière générale, on commence à lancer le mot d'ordre qu'il faut unifier le plus de forces indépendantistes possible. Alors, s'il y a des réactions, des commentaires, des gens... Charles, vas-y. Moi, ce que j'ai vu, c'est que il y avait 3000 personnes qui étaient devant les bureaux de Jean Charest le 24 septembre. Il y avait des gens qui ont dit moi, je vais pas aller manifester dans un endroit où il y a les forces syndicales qui sont là. C'est toujours ça. C'est toujours l'idée que, oui, il y a un rassemblement possible, mais moi, je ne m'allierai pas à telle ligne de pensée. Alors là, il y a toutes sortes de façons de voir ça. Et puis là, si on parle juste des indépendantistes en tant que tels, de la façon que je vois ça, c'est que veut pas, il y a les purs et durs, il y a les gens qui ont compris que ça prend une constitution, puis il y a des gens qui sont prêts à s'aligner, mais pas avec n'importe qui, avec quelqu'un qui va avoir l'indépendance comme premier mandat, comme première chose qu'il faut faire. Puis on parle juste au niveau politique. Là, à partir de là, s'unir dans la rue et le militantisme. S'unir dans la rue et le militantisme, il y a toutes sortes de choses, mais je veux dire, ce qui se passe, c'est ça, c'est que chacun fait ses actions de son côté. Si on a remarqué il y a deux semaines, quand que les organismes se sont présentés, il y a eu des points communs. Le premier point commun, c'est que tout le monde sent qu'il faut se rassembler. Premièrement, on comprend que tous ces organismes-là sont pour l'indépendance, donc déjà là, on s'entend. À partir de là, la raison pour la faire, tout le monde s'entend pour l'économie, tout le monde s'entend pour de sauver la culture, tout le monde s'entend qu'il faut tasser Charest de là, tout le monde... Et je crois que le discours de Bernard Landry à la marche la semaine passée a dit que oui, il y a urgence, il y a effectivement urgence et il faut faire quelque chose par rapport à ça. Moi, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a urgence. Moi, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que l'indépendance, c'est ce qui va nous protéger de ce qui s'en vient. Le problème, c'est qu'il y a une partie de la population qui font du militantisme, qui milite présentement. Eux, la solution, c'est de se préoccuper mondialement de l'économie. Et puisqu'il y a une mondialisation de l'économie. Donc, à partir de là, dès que tu abordes le sujet de la nationalisation d'un pays, de créer un pays pour te protéger, pour réglementer tes banques et tout ça, tu vas frapper un mur parce que tu vas tout le temps te retrouver dans le même argument, comme quoi que la nationalisation, c'est quelque chose qui est dépassé, c'est quelque chose qui est fasciste, c'est quelque chose qui est d'exclure et de diviser les autres nations et les autres peuples, etc., etc. Fait qu'à partir de là, tu vas perdre une partie de la population qui, eux, ont une espèce de rêve mondial, qui ont une espèce de rêve et où il faut se battre, c'est aux banques. Une question. Oui. Qu'est-ce que tu entends par nationalisation dans ce contexte-là? Parce que regarde ici, là, l'électricité est nationalisée. Oui. En Ontario, l'électricité est nationalisée. Oui. C'est pas fasciste, c'est pourquoi tu dis ça? Oui, mais je parle de nationalisation pays, là. Je parle d'avoir un pays. Non, je sais. C'est pas ça, le mot n'est pas approprié à ce moment-là. L'idée de l'indépendance nationale. L'indépendance nationale. Ah, OK, là, c'est ça. De nationaliser le territoire, d'avoir une constitution, que le peuple s'émancipe, si on veut. Peut-être que, l'indépendance nationale. L'indépendance nationale. OK. Et comme solution contre l'abus de l'élite bancaire mondiale. On a vu des solutions apportées par l'Argentine, qui ont décidé de se défaire de la financiarisation mondiale en 2001. Et on voit que leur économie va quand même relativement un petit peu mieux que s'ils étaient restés dans le FMI. On voit en Islande qu'il y a eu des transformations énormes en très peu de temps, où non seulement le peuple a pris le contrôle de l'Assemblée nationale,
a complètement arrêté les politiques financières mondiales qui faisaient pas de sens, ont refusé de rembourser une dette au Fonds monétaire international et amène présentement en cours d'appel, en procès, l'ancien premier ministre qui avait fait passer toutes ces choses-là. Pourquoi ils sont capables de le faire? Parce qu'ils sont indépendants. Pourquoi la Bolivie est capable de décréter que l'eau, c'est un bien public qui appartient à tout le monde et qui n'a pas de valeur monétaire à ça? Parce que c'est la Bolivie et le peuple bolivien a décidé ça. C'est le seul pays qui a mis des McDonald's dehors. En Bolivie, ils ont réussi à foutre McDonald's dehors. Voilà. Donc, ici, il n'y a plus un syndicat Walmart, c'est fini ça. Là, en tout cas, ça pour dire que c'est une solution. Quand tu veux exprimer ça à des gens qui sont mondialistes et tout, tu te heurtes à je dirais pas que c'est les 60%, là, mais je dirais que ces gens-là vont dire non, je suis pas d'accord. Le seul moyen de vaincre la mondialisation bancaire, c'est de se battre contre les banques et de s'unir mondialement contre les banques. Donc à partir de là, oui, les indépendantistes sentent l'urgence, trouvent que la solution pour se battre contre les problèmes économiques, les problèmes environnementaux, les problèmes à l'étranger, là, de se représenter à l'étranger et tout ça, c'est la solution. À partir de là, ce qu'on a remarqué avec tous les petits groupes, c'est que c'est au niveau des actions et du comment, et c'est au niveau de dans quoi ils sont bons. Tu sais, ce qu'on va remarquer, c'est que bon, le RRQ est plus aime ça aller faire mobiliser et faire des coups d'éclat et organiser des coups spécifiques. Et puis ils sont super bien renseignés. Et puis ils vont encourager les gens qui font partie du RRQ à faire des actions concrètes de mobilisation. Il va y avoir d'autres mouvements, je sais pas moi, admettons l'Action nationale qui est une revue indépendantiste. Ben eux, ils sont 50 membres à peu près, et leur façon de militer, c'est d'écrire différentes thèses, différents documents, et de publier une revue à chaque mois, tu sais. Mais l'Action nationale ira jamais dans la rue. L'Action nationale ira jamais occuper l'Assemblée nationale à Québec. Donc, chacun a ses spécificités. Moi, je sens que le problème, c'est que tout le monde s'entraide dans ces choses-là, mais c'est pas coordonné. Donc, vu que c'est pas coordonné, est-ce qu'il faudrait dire, OK, toi, tu t'occupes juste de publier des articles et nous occupons juste de faire des coups d'éclat et on se fie sur tes articles pour faire des coups d'éclat, etc., etc., tu sais. C'est difficile parce que chacun a une histoire, chaque groupe a une histoire, chaque groupe a sa petite gang puis tout ça. Puis, moi, ce que je sens, c'est que c'est difficile quand premièrement on se bat contre les médias de masse, les médias traditionnels, qui d'après moi ne sont plus pour les masses, ils sont plus pour le peuple. C'est des médias qui sont là pour une certaine classe de société à l'aise, qui regardent un peu ce qui se passe dans l'actualité de haut. Et qui sont, je sais pas, un 10%, un 15% de la population, là, ce qu'on appelle les indécis qu'il faut convaincre et pas convaincre, là, les gens qui vont décider, bon, c'est quoi qui serait le meilleur pour moi. Mais c'est tout, c'est simplement pour un 15%. Le reste, en bas de ça, c'est toute la classe ouvrière et les pauvres et tout ce monde-là. Et puis en haut de ça, ben, t'as un genre de petit 5% là, qui n'ont pas besoin de médias pour savoir comment prendre une décision sur qu'est-ce qu'ils votent et comment ils voient l'avenir. Tu sais, je veux dire, bon, je connais pas beaucoup de philanthropes qui sont pour ça, la taxe aux États-Unis, t'en entends parler, là, mais ici, je sais pas, il y a peut-être pas d'endroit pour nous le dire, là, mais moi, je veux dire, Guy la Liberté, c'est bien beau, là, il est allé sur la Lune, non, il est allé dans l'espace. Pas sur la Lune encore. Non, il n'a pas été sur la Lune. Pas encore. En tout cas, il est allé dans l'espace avec son nez de clown, il a sensibilisé les gens à l'eau, mais quand est-ce qu'il va partir une fondation philanthropique pour aider le peuple québécois à s'émanciper, tu sais? Mais il a pas signé la pétition à l'Assemblée nationale contre le gaz de schiste. Il a signé la pétition? Il l'a pas signé. Il l'a pas signé, bon. Je veux dire, en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que, bon, cette espèce de petite classe-là n'a pas besoin des médias, donc c'est la petite classe en bas
qui sont à l'aise, qui font à peu près 200 000 et plus par année. Eux autres ont besoin de petits médias pour s'amuser, tu sais, puis essayer de se faire croire que tout va aller mieux en privatisant, etc., etc. Ça s'adresse pas à... Et moi, je dis que c'est une illusion là, que la majorité des Québécois ne sont pas indignés, sont chez eux et ne font rien. Ils sont chez eux, mais ils sont en maudit. Et ça va pas bien dans leur vie. C'est des histoires de meurtre à chaque jour. Là, je sais que j'en blâme là-dessus. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les gens sont pas si bien que ça. C'est de la façon qu'ils orientent ça. Et c'est qu'il y a un manque de conscience sociale là, que le syndrome n'est pas juste individuel, n'est pas juste psychologique. C'est l'espèce de psychiatrisation de la culture, c'est la pire chose. Je veux dire, c'est des conséquences sociales d'un peuple qui va pas bien économiquement, etc., etc. Fait que moi, je dis que les gens sont tous indignés, sont tous chez eux, sont tous en maudit, ils sacent contre leur télévision, ils se chicanent entre eux autres dans la maison. Là, en ce moment, ça bouillonne. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de petits mouvements, il y a toutes sortes de gens qui discutent. Mais là, ce serait très important de miser sur... il y a eu une belle démonstration de rassemblement la semaine passée. C'était bien, mais automatiquement, la division, elle est là. La division, elle est là quand tu as des gens qui parlent de révolution d'un côté, puis ensuite vont parler de Pauline Marois de l'autre. Je veux dire, il y a une division qui est là parce que, je veux dire, veux pas, toi, tu crois un avenir plus démocratique, meilleur, qui va mieux. Et puis, t'as marché le centre-ville au complet, et puis finalement, t'as quelqu'un qui vient te dire que la solution, c'est le Parti québécois qui a voté pour l'amphithéâtre, qui a fait passer la loi 204, tu sais, je veux dire, qui, dans ses campagnes publicitaires, met de côté la souveraineté, etc. Je veux dire, c'est normal que là-dedans, tu as une grande majorité de gens qui font partie de la mouvance indépendantiste, qui ont un sens critique et qui refusent ça. Donc, à partir de là, si tu... Comme là, je viens de lire, là, si tu fais ta Pauline Marois qui dit là, c'est fini les chefs et là, il y aura plus de chefs qui vont se faire mettre à la porte et puis je veux dire, même si tu continues à agir de cette façon-là, même si tu culpabilises les militants à se sentir mal d'avoir un sens critique, c'est la pire chose que tu peux faire parce que t'as des gens qui ont des idées, c'est un parti d'idées, c'est des gens qui ont des visions pour l'avenir du Québec et tu leur dis, n'ayez pas de vision. Donc à partir de là, c'est normal qu'il y ait de la division. Là, à partir de là, est-ce que c'est mal vu par les médias? Les médias vont marteler que c'est vraiment négatif de faire ça, il faut pas faire ça, il faut tous faire comme si tout allait bien et puis il faut pas en parler. Et puis à partir de là, tu sais, ça rentre dans la mentalité des gens et on finit par se sentir coupable d'avoir des arguments, d'argumenter, de discuter entre nous de qu'est-ce qui serait le meilleur pour l'avenir. Et puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est de la militance démocratique. C'est ça qu'on fait. On discute entre nous de ce qui serait le mieux pour l'avenir. Et c'est comme ça que le Parti québécois a commencé. Et c'est comme ça qu'il devrait continuer à être. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent non, il ne faut pas débattre d'idées. Il faut absolument se rallier vers une personne, une idée, un parti et faire comme si tout allait bien et être enthousiaste non, je veux dire, moi je serais enthousiaste, moi je suis enthousiaste quand je vois les gens au rassemblement qui jasent entre eux autres, qui échangent des idées, mais je suis pas enthousiaste quand je vois des gens qui viennent, les médias ou d'autres gens qui viennent dire non, il devrait pas avoir de débat, c'est une très mauvaise image pour nous. Moi je crois que le gros problème que la mouvance indépendantiste peut avoir, c'est de se sentir coupable d'avoir des opinions différentes et d'avoir une vision différente de l'avenir. C'est normal. À partir de là, tablons sur ce qui nous réunit, et concentrons-nous sur ce qui nous réunit. Là, ce qu'on a réussi à délimiter, c'est qu'il y a urgence. Tout le monde est d'accord qu'il y a urgence. Bon, il y a urgence. Voilà. On vient d'identifier une chose. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça. Enfin, tu sais, Bernard Landry l'a résumé en 3 secondes là, dans le truc des alters citoyens. Là, tu sais, il a dit c'est important pour ça, pour ça, pour ça. Je veux dire, oui, on peut argumenter et être pas d'accord et tout ça. Je crois que tout le monde s'entend sur l'indépendance, mais là,
viens pas dire que c'est pas bon de critiquer telle personne qui a dit telle chose dans le parti. C'est positif d'avoir un paquet de gens qui s'entre-critiquent et qui argumentent pour arriver à une cause commune. Ça fait partie du processus démocratique. Si tu nies ça, puis si tu dis on est tous d'accord et tout va bien, ben à partir de là, c'est là qu'est le problème. Ça fonctionne pas comme ça. À partir de là, tu te retrouves avec... Tu peux pas imiter nos adversaires. Ça peut pas aussi bien fonctionner qu'avec nos adversaires. Parce que nos adversaires, c'est pas compliqué. Ils se font payer pour dire ce qu'ils ont à dire. Ils se font payer un certain montant pour dire la même chose. Paul Desmarais, Réal l'expliquait tantôt, les Saputo, c'est pis ça, on comprend la corruption, donc c'est pas compliqué. T'as un ministre qui dit une chose, l'autre ministre dit la même chose, l'autre ministre dit la même chose, ils sont tous d'accord parce que tout le monde est d'accord avec le fait qu'ils sont super bien payés pour le dire, tu sais. Donc, c'est pas la même chose qu'un parti d'opposition et un parti d'idées. Et là, je parle pas juste du Parti québécois, je parle de tous les autres petits partis. Puis je parle des mouvements, puis je parle de, tu sais, c'est normal qu'il y ait un paquet d'idées différentes et que les gens argumentent. Et je suis tanné, moi, de ça, de me sentir coupable, d'avoir une vision différente ou d'avoir une critique de telle ou telle personne qui a dit telle affaire. Et moi, je crois que c'est ça le problème numéro 1. C'est ça. Bonjour Pablo. Le Québec depuis 1995, pour moi c'était stagné. C'est fini le Parti québécois là. Okay, puis il faut savoir que le Parti québécois a été créé pour l'indépendance. Okay? Mais encore, Pauline Marois comme si, merci, piscine, Andizar, on va le faire après. Moi je m'excuse. En 2005 j'ai déchiré ma carte parce que je voyais pas le Parti québécois, les véhicules qui ont été créés pour René Lévesque. Mais lorsque j'ai commencé à comprendre le français et à étudier l'histoire québécoise, j'étais étonné de voir que le père fondateur de ce parti a été mis à la porte. Okay? Et jusqu'à Lucien Parisot, c'était le Québec que moi j'aimerais le voir maintenant. C'est pas possible. Après, c'est juste pour dire qu'il y a dans les mémoires collectives un échec en 1995. On est déjà 6 ans. C'est le temps de faire un autre référendum. Et regarde, on était arrêtés là. Puis, il y a un problème au Québec, c'est que nous sommes des ignorants politiques. Okay? Il y a beaucoup de gens qui votent parce qu'ils lisent les médias. Je ne serais pas surpris si dans la Nodière, le prochain candidat qui gagnera là-bas, c'était un caquiste, j'appelle. En 2007, on a voté pour un adéquiste. C'est ça, alors, s'il y a des élections l'an prochain, je ne serais pas étonné s'il y a un caquiste qui gagne dans la Nodière. Voilà. Comprendre le marketing, les sondages, et ça c'est l'information qu'on reçoit. Il nous parle de faire une coalition d'indépendantistes. Moi je pose la question, combien de partis indépendantistes il y a maintenant? Oui, 3. Il y a juste un. Okay. Voilà. Lequel? Okay? Lequel? C'est lequel? Non, parce que, écoute, Pourquoi tu dis ça? en Vigile, moi je veux respecter Vigile 2001. Ici c'est pas partisan. Tout le monde sait lequel c'est mon parti, ok? Moi j'étais candidat indépendant souverainiste, maintenant j'ai choisi le rang d'un parti. Il y a des choses que j'aime pas, mais au moins je vais avoir l'opportunité de parler avec les chefs et de dire je suis pas d'accord avec ça. Au moins il y a un parti que je vais travailler. Okay. Vayan a la ligne. Il y a juste un parti indépendantiste. Quel? Il faut lire l'histoire. Écoute, si on revient en 1995, Thomas Mulcair a travaillé pour les Candins. Et non. Okay. Puis regarde qui est Thomas Mulcair aujourd'hui. Il se lance comme chef. Voilà, alors il y a des gens qui disent oui, mais ils votent pour non. Et c'est comme Québec solidaire. Moi, j'ai dit à Amir, il y a une chose qui va te suivre jusqu'à la mort, c'est avoir voté pour le NPD. Voilà. Alors, ce que je demande aux gens qui m'écoutent,
c'est de la transparence avant tout. Okay? Il faut nommer les choses comme il faut. Au Québec, il y a une chose que moi j'aime pas, c'est acheter la paix. Okay? On va acheter la paix parce que j'aime pas les problèmes. Non, il faut dire les choses comme il faut. Il y a juste un parti indépendantiste, ponen à la ligne, Lequel? s'affiche, Option nationale. Ah, bon. Ok? Option nationale. On l'a. C'est le seul parti. Alors pourquoi C'est pas un parti encore. Bientôt. Oui, elle était reconnue par le DG. Le DG. Ouais, Oui. juste réservé le nom. Avant, Ah, avant les caquistes. Il a réservé le nom, c'est tout. Non, c'était déjà reconnu officiellement. Non, ça prend... Voilà. Ça, signature. En janvier, on va travailler fort pour connaître le programme. La seule chose que je ne suis pas d'accord avec ce parti, c'est la question du multiculturalisme. Moi, je pense que les immigrés, une fois qu'ils arrivent ici, sont des Québécois, point à la ligne. Okay? Il faut travailler fort pour la culture québécoise, l'économie québécoise, parler la langue française. Voilà. C'est ce que j'ai dit, la transparence avant tout. Et les gens pensent que nous sommes en démocratie, on n'est pas en démocratie. Je m'excuse. Les gens disent, on attend les gens qui sont radicaux comme moi, et disent, il faut pas faire ça, et on attend les élections, ils pointent à la ligne. Non, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est participer, oui, en votant, mais aussi en assistant à des choses comme ça, des manifestations. Mais il y a autre chose dans les manifestations que j'aime pas. Moi, j'ai écrit un article qui était passé par Vigile, pas par l'Action. Puis moi, l'article s'appelle Maudit Média, Maudit Système. Puis il y a une chose, je m'excuse, mais la marche pour l'indépendance, pour moi, a été un échec. Okay? Lorsque j'ai participé dans cette marche, moi, je me suis dit, je vais marcher pour l'indépendance, pas pour le Parti québécois. Puis Madame Ferretti, André Ferretti. voilà, il a parlé au nom du Parti québécois, et Bernard Landry. Ok, moi, j'ai pris la bandera, qu'on appelle ça, la bannière. Puis moi, j'étais tassé par des cons, je m'excuse, des cons politiciens qui jamais on les voit. Regarde, combien de politiciens il y a aujourd'hui? Hein? Mais j'étais tassé, j'ai dit, ok, je vais me faire ici. Après ça, plus que là-bas, puis même mon drapeau dérangeait la personne qui est là en avant. Voyez-vous? La prochaine fois, si on peut tomber dans un échec, on va faire les choses comme il faut, on va respecter, on va faire une marche pour l'indépendance, pour la ligne. S'il y a des médias qui vont poser des questions, comme a fait M. Bernard Landry et Mme François David, ils ont dit, je m'excuse, j'ai fait une marche, je ne suis pas venu ici pour donner des propos sur le parti québécois. Parce qu'ils sont là. Ils sont là et ils vont poser la question. Mais c'est nous aussi de dire, je m'excuse, je suis pour la marche. Puis, mais c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer sur la statue de McDonald's. Parce que moi, il y avait quelque chose de honte lorsque Paul Marois est arrivé, tous les politiciens sont arrivés, puis les gens se sont entourés de ces gens-là. Ils ont oublié la grande importance qu'on était là pour faire une marche. Merci. Bon, bon, en tout cas, si on oppose les discours de Charles Hamel et de Réal Mathieu, on commence à avoir une petite discussion possible. Je pense qu'il faut garder à l'idée que oui, il faut continuer les discussions, oui, il faut continuer à être critique, oui, il faut que chacun garde son franc-parler, il faut pas... Quand je dis se boucher le nez, je dis pas... Mais, et c'est ça la question, et je vais aller dans... Je vais essayer de te répondre aussi, Pablo, là-dessus. C'est toute la question de l'état d'urgence et l'action à faire, et effectivement au niveau politique. Là, il y a une élection qui s'en vient, qu'on risque de perdre, je le dis tout de suite, et dont il faut se préparer à la perdre, se préparer psychologiquement à ne pas déprimer le soir de l'élection et les jours suivant l'élection, et faire comme si c'était à peine une petite moustique qui nous avait effleuré la joue, parce que c'est ça aussi qui est extrêmement drainant au Québec, c'est que chaque fois qu'il y a une élection qui ne va pas dans le sens d'une majorité indépendantiste ou des indépendantistes, là, tout le monde s'écrase, tout le monde déprime et tout le monde est chez vous.
je profite de l'image des gens chez eux pour reprendre au bon l'image que tu as eue, Charles, qui était très encourageante. Si effectivement tout le monde bouillonne de colère dans leur maison, mais qu'est-ce qu'on fait pour aller les rejoindre puis ouvrir leurs portes et les faire sortir? Il faut faire quelque chose pour les attirer dehors le plus vite possible. Du porte-à-porte, du kidnapping, n'importe quoi. Le Parti québécois commence. Bon, faisons quelque chose comme ça. Si effectivement les gens bouillonnent chez eux et puis sont en colère, là, il faut canaliser cette colère-là et puis leur donner des dérivatifs. S'ils sont pas capables d'en trouver tout seuls, il faut dire, regardez, allez par là, et puis nous, on est là, puis allons par là. Quand tu parles aussi des mondialistes et tout, puis tu dis que ça fait pas partie des 60%, c'est ça que je me demande, est-ce qu'ils font partie des 60% non-indépendantistes ou ils font partie des 40% indépendantistes? Il y en a un peu des deux. Il y en a un peu des deux. Il y a des gens qui vont même dire... il y a des gens, je suis indépendantiste et puis vas-y. Il y a des gens qui vont même dire « Je suis indépendantiste, mais il y a un combat plus urgent. » Première étape. Et le combat plus urgent, c'est se battre contre l'élite bancaire mondiale. Bon, c'est un peu cette... la question est là, puis il faut se poser la question, est-ce que le fait de garder notre franc-parler, puis de discuter, puis de pouvoir argumenter, puis de pouvoir critiquer, est plus important que le fait de se coordonner tous ensemble? C'est un peu ça. Si c'est plus important, OK, c'est plus important, c'est ça la ligne. Si c'est ça la question, c'est ça le débat. C'est ça le débat d'aujourd'hui, à la limite. C'est, là, les médias disent qu'on est atomisé. Peut-être que, suivant ce que tu dis, c'est pas important ce que disent les médias sur l'atomisation du mouvement indépendantiste, mais moi, qui est là depuis 6 mois, 7 mois, qui regarde ça, je ne sens pas une grande coordination dans ne serait-ce que dans les groupes qui sont dans le cadre sur l'indépendance. On les a invités à revenir ici aujourd'hui. Il n'y a pas une immense coordination, il n'y a pas une espèce de tradition d'échange de paroles. Il y en a que... C'est-à-dire que là, ils sont supposés arriver il est supposé arriver une marche. Il est censé arriver une marche à 3h38. Il est 3h38, donc ça fait 8 minutes qu'une marche est censée nous rejoindre. De Montréal français. De Montréal français. Mais ça, c'est Montréal français, c'est un groupe. C'est qui ne fait pas partie de Cap sur l'indépendance, mais qui est parrainé par la Société Saint-Jean-Baptiste, qui, elle, fait partie de Cap sur l'indépendance. Encore là, eux, c'est Montréal français et ce n'est pas l'indépendance du Québec français. C'est la francisation. C'est Montréal français. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, de mon petit point de vue individuel, je suis obligé de donner raison aux médias. Peut-être que c'est parce que mon cerveau est lavé, là, je sais pas. C'est ça la question, mais je suis obligé je regarde les groupes et je ne sens pas une coordination. C'est peut-être normal parce qu'il y a des choses qui existent depuis pas si longtemps que ça. Ça bouillonne présentement et comme je l'ai dit, peut-être qu'à force de laisser le temps au temps, d'ici 1 an, il va y avoir une coordination naturelle qui va se créer puis qui va s'établir. Mais la question, c'est est-ce que il est plus important de laisser les choses aller naturellement ou il est plus important de dire là, il faut commencer à lancer une espèce de se dire ok, ça serait bien de se coordonner, ça serait primordial de se coordonner. C'est ça la question. En fait, c'est pas il n'y a pas de direction là-dessus, c'est un débat. Est-ce qu'il faut que et est-ce que la coordination comment je peux dire, met fin aux discussions nécessairement aussi. Est-ce que le fait de dire allons nous mettre soit du côté de l'ON, soit du côté du PQ, soit du côté de quelqu'un, mais et c'est ça aussi, déterminons l'objectif. Est-ce que l'objectif c'est de discuter entre nous jusqu'à ce que tout le monde soit à peu près d'accord? Est-ce que l'objectif c'est d'avoir le parti le plus peu possible pour faire l'indépendance du Québec? Est-ce que l'objectif c'est de sortir Charest du pouvoir le plus vite possible? C'est quoi le premier objectif? Est-ce que l'objectif, c'est de jeter à terre le système bancaire mondial avant de faire n'importe quoi d'autre? Est-ce que l'objectif, c'est de sauver les richesses naturelles avant toute autre chose? Je veux dire, c'est quoi la première étape et c'est quoi la première chose qu'on fait? Il y a ça aussi, là. Il faut se coordonner au niveau de l'information, au niveau des actions des groupes. Et tu disais aussi que les groupes, Charles, que les groupes s'étaient présentés il y a 2 semaines et qu'on sentait qu'ils avaient des champs de compétences différents. Si leurs champs de compétences sont différents, il n'y a aucun problème. Ils sont complémentaires. On est tous complémentaires. Chacun. L'Action nationale, c'est un journal. Vigile, c'est un truc, mais sur Internet. C'est un journal aussi, d'une certaine manière, sur Internet. Nous, on est une place publique. C'est tout ce qu'on est. On est aussi un média d'information, d'une certaine manière. On est juste une place publique, mars 2011. Le RRQ fait des actions. RIN fait des actions aussi.
c'est quoi les autres choses? Les IPSO, ils discutent, puis bon, ils réfléchissent à des questions. Des conférences à l'université. C'est ça. Et ils font des conférences universitaires. Mais si c'est ça, il n'y a rien là, les coordonnées. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème plus fondamental que ça. Il y a des problèmes de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de chicane personnelle. Ça va à... Et ça, est-ce qu'on doit, je veux dire, donner le droit de parole aux gens pour qu'ils discutent, tout ça, oui, je veux bien. Donner le droit aux chicanes personnelles, moi, j'en ai un peu ras-le-pompon, là. Je trouve que c'est... Hein? J'ai pas d'exemple, je nommerai pas de nom, Okay, même si j'avais des exemples, on virait dans le mais... patinage le plus plate. Mais je veux juste dire que j'ai l'impression de gens qui ont des visions extrêmement carrées de c'est quoi qu'il faut faire, et que si on déroge de 3 cheveux de ce qu'ils pensent, ben là, on est des traîtres. Là, on peut-tu être souple un peu, là? Discuter, c'est être souple aussi. C'est écouter les autres et c'est dire, écoutez, on ne pourra pas avancer et on ne pourra pas en même temps être parfaitement et totalement en accord absolu avec ce qui va se passer sur le plan collectif. Viens répondre. Non, mais c'est jusqu'où qu'on est capable d'accepter. C'est jusqu'où qu'on est capable d'accepter de se rallier au nom de l'indépendance. Moi, je veux dire, la loi 204 qui a passé, il y a plein de députés qui ont quitté à cause de ça. Il y a plein de députés qui ont dit, là, ça n'a plus de bon sens, vous dépassez votre truc. Donc, c'est ça, je pose une question. Jusqu'où est-ce qu'on peut supporter, se rallier pour la cause de l'indépendance? Jusqu'où on peut accepter qu'un parti décide au nom de l'indépendance du Québec ou qui a l'origine de l'indépendance du Québec, veut faire de la gouvernance souverainiste et tout simplement le parti de l'opposition ne parle vraiment plus d'indépendance. Je veux dire, jusqu'où on peut tolérer ça d'un autre côté, là? C'est ça la question. Je vais répondre à la question. On revient à ce que j'ai dit au début, malheureusement, c'est que quand on va s'entendre sur le degré de danger dans lequel on est, tous les principes vont sauter en fonction du degré de danger. En fonction du degré de danger, on peut avoir plus ou moins de principes qui survivent. Oui, moi aussi, la loi 204, je suis pas d'accord. L'amphithéâtre de Québec, là, à un moment donné, on va-tu devoir sacrifier des vierges pour l'avoir, l'amphithéâtre de Québec? Là, on va jusqu'où là, pour l'avoir, le maudit amphithéâtre? Ça commence à me taper sur les nerfs un peu aussi. Mais la question, c'est, une fois qu'on se sera entendu sur un degré de danger, et ce degré de danger-là va être une création. Ça va être une création poétique, là, d'une certaine manière. On va dire, OK, on décide que notre degré de danger, c'est ça. Parce qu'il va toujours avoir, c'est subjectif, il va toujours avoir des gens qui vont dire, oui, mais moi j'ai des études pour dire le contraire, puis on va toujours argumenter sur le degré de danger de la francophonie, au niveau économique, au niveau culturel, au niveau identitaire, à tous les niveaux. Mais la question, c'est, à un moment donné, on va décréter un niveau de danger dans lequel on est, et à partir de ce degré de danger-là, il va falloir qu'il y ait des luxes, des caprices ou des principes qui se tassent. C'est plate, là, mais c'est ça. C'est un peu ça, c'est un peu à ça c'est un peu ça que j'amène. Oui, tu peux intervenir. Oui. Parler d'unité, évidemment, excusez-moi. Je fais le réveil. Lorsqu'on travaille de nuit, c'est un peu ça. On se réveille avec le soleil. Alors, en après-midi, c'est bien important de comprendre une chose. Les investissements économiques qui ont été faits, ou les décisions qui ont été prises dernièrement à Québec et à Montréal, le fait de financer un amphithéâtre n'est pas en soi nécessairement négatif. L'État a sa place dans l'économie, a pu investir dans l'économie. Et donc, il est tout à fait en droit d'investir dans différents secteurs. Et ça, ce n'est pas un problème. Ici même à Montréal, il y a eu des investissements publics, et uniquement publics. On parle à la salle de spectacle de l'OSM, de l'Orchestre symphonique de Montréal, qui a coûté, au bas mot, et qui va coûter, on va le savoir bientôt, plus de 250 millions. Alors que l'amphithéâtre va coûter environ à peu près la même chose. C'est un petit peu plus.
Et il va y avoir aussi également dans l'amphithéâtre de Québec, contrairement à Montréal, pour l'orchestre symphonique, des investissements privés. Alors là, c'est ça la différence. Là, vous avez ici une salle de spectacle qui contient au bas mot 2000 places pour une population bien nantie, une clientèle bien nantie. Et vous avez l'amphithéâtre de Québec qui va servir d'infrastructure moderne à une capitale nationale. Et il ne faut pas voir les choses comme étant, à partir d'aujourd'hui. Il faut voir les choses à partir d'un moment plus lointain et de penser à long terme. C'est ce qu'il faut faire en politique. Si on pense seulement qu'à court terme et au prochain trimestre, ben, vous allez vous retrouver avec des politiques comme Jean Charest qui fait simplement de l'investissement, donc pour faire plaisir à des amis, donner des contrats. Et donc, l'investissement à long terme ne se fait pas. Et donc, les décisions de faire comme l'amphithéâtre, tout ça, c'est des infrastructures qui sont nécessaires à une société moderne pour accueillir soit des spectacles, des événements majeurs. Et pensons-y, nous sommes peut-être à l'aube de l'indépendance. Certes, elle n'est pas visible, mais si nous le voulons, si nous pouvons concerter nos efforts, arrêter une fois pour toutes de vouloir tirer la couverte de son bord. Ça ne sert à rien. Il y a un ennemi, il y a un adversaire devant nous, et il est uni. C'est ce que nous devons prendre acte. Il est uni. C'est pour ça qu'il faut immédiatement et sereinement faire des alliances, faire l'unité au sein du mouvement souverainiste. Ça ne veut pas dire nécessairement vous devez à tout prix, mordicus, voter pour un parti ou un autre. Vous devez simplement être cohérent. Et il faut surtout bâtir un rapport de force. Sans rapport de force, vous n'arriverez à rien. Et ceux qui ont pensé bien faire en voulant créer un nouveau parti, très bien. C'est louable. Nous sommes en démocratie. Mais simplement, vous savez, vous jouez le jeu des adversaires. C'est pas moi qui le dis. Il y a longtemps, Pierre Bourgault, qui le disait lui aussi. Et c'est pourquoi il a uni ses forces. Il a intégré le Parti québécois de René Lévesque. Même s'il le savait très bien qu'il pouvait aussi bien, sinon mieux parler et susciter la passion autant que René Lévesque. Mais il l'a fait parce qu'il fallait l'unité du mouvement. Face à Ottawa, face aux fédéralistes, il faut l'unité, mes amis. Ce n'est que là que nous avons gagné. Ce n'est que là que nous allons créer le véritable rapport de force par rapport à Ottawa. Et la cohérence du mouvement fera notre force. Ce n'est que cela. Et la discussion de vouloir dire « Ah, la décision de l'amphithéâtre, ce n'est pas démocratique, c'est une décision politique, c'est une décision contre le peuple. » C'est vrai, cette décision s'est faite de façon privée, de façon à stimuler, de façon à ne pas avoir des mécontents ou des insatisfaits ou des gens qui ne font que vouloir parler, vouloir tout simplement contrer les efforts d'investissement ou les efforts de vouloir faire quelque chose. Et on l'a vu, beaucoup de projets au Québec ont été arrêtés par la grogne populaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le mouvement démocratique. Ils n'ont pas suivi tout simplement un mouvement qui devait consulter avant d'agir. Ils l'ont fait. Prenons acte. Ce n'est pas notre démocratie, c'est la leur. La nôtre est à venir. La nôtre est à bâtir. C'est cela qu'il faut se rendre compte. Ce régime n'est pas le nôtre. Il est celui d'un autre monde. C'est pourquoi nous devons nous battre. Encore. Et toujours. Et c'est pourquoi nous devons unir nos forces. Tous derrière. Tous avec. Tous ceux qui sont dans le mouvement souverainiste doivent réaliser que seule l'unité doit compter. On n'a pas besoin d'aimer la tête, le leader, le chef.
Mme Marois est une femme d'expérience. Elle a certes des défauts, mais elle a certes aussi des qualités. Et ça, on ne peut le nier. 30 ans de vie politique, c'est important. C'est même à réfléchir lorsqu'on prend des décisions, d'aller voter pour un parti ou pour un autre. Et de se rendre complice de cette fracture dans le mouvement est nuisible. C'est vrai, il y en a qui vont chialer, il y en a qui vont dire « Ouais, Mme Marois parle pas assez de souveraineté, nanana. » C'est vrai, peut-être qu'à l'occasion. Mais donne-lui sa chance. Elle a quand même relevé le Parti québécois, alors que André Boisclair avait subi une des pires défaites, sinon la défaite, la pire du mouvement souverainiste, avant celle du 2 mai. Et celle du 2 mai, les forces en présence étaient probablement beaucoup plus fortes que celles que André Boisclair a rencontrées. C'est là, mes amis, c'est là qu'il faut se rejoindre. C'est là qu'il faut s'unir. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais face à Jean Charest, face aux fédéralistes, face à Stephen Harper, face aux politiques qui bâtissent un pays qui n'est pas le nôtre, ils ont le droit de le bâtir, c'est vrai. Mais nous avons le droit de dire que ce n'est pas le nôtre. N'est-ce pas, les amis? Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le nôtre. À nous de bâtir notre démocratie. À nous de bâtir notre pays. De le parachever. De le libérer. Une fois pour toutes. Ce n'est comme ça que nous arriverons à la responsabilité et à l'agir par soi. C'est à cela qu'il faut se convier. C'est à cela qu'il faut appeler tous nos amis, tous les électeurs, à prendre conscience que si vous votez encore et pour toujours pour un parti qui nie l'existence même de ce peuple, sa langue, sa culture, son histoire, vous vous rendez complice d'un quasi-génocide, un génocide culturel. Et c'est là le drame. Vous vous rendez complice d'un gouvernement qui impunément ne veut rien savoir d'une enquête sur la corruption, la construction et tous les manigances qu'il y a dans ce régime qui a longtemps et trop longtemps duré. Il est temps, mes amis, de faire l'unité une fois pour toutes, de rassembler nos forces et d'aller vers l'avant. Et tout droit, ensemble, bientôt, nous vaincrons. Merci. Bon, alors Thierry Vincent, là on avait commencé la vigile à 2h30, là, il est passé 3h30 et des gens qui ont fait une manifestation de Montréal français sont venus nous rejoindre, alors je relance la question et le débat. Comme je dois partir, malheureusement pour des raisons personnelles, c'est Charles Hamel qui va prendre le relais et animer la deuxième partie du débat. Et la question, c'est la question... Le mouvement indépendantiste est toujours présenté comme atomisé, dispersé, tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre cette image-là? Ne serait, si c'est pas en apparence, au moins dans les faits, mais en tout cas plutôt dans les faits qu'en apparence. Et c'est ça, on a commencé un peu à réchauffer la marmite. Alors on attend avec impatience vos solutions, vos opinions et vos positions sur la question. Alors s'il y en a qui veulent parler déjà, Pablo. C'est des bonnes paroles de la personne qui vient de nous quitter. Et moi, je m'excuse, mais je persiste. Je ne vais pas donner confiance au Parti québécois. Le 2 mai... On parle d'unité. Oui, alors je ne suis pas uni. Voilà. Le 2 mai, les Québécois l'ont donné une claque au Bloc québécois. Mais ce n'est pas les Québécois qui ont décidé de voter pour un PD, non. Il y a une responsabilité qu'il faut payer.
Vous savez, la commission Montgomery, on appelle, elle a découvert que nous avons dépassé la barre de 50% lors des référendums de 1995. Je pose une question, qu'est-ce qu'a fait le Bloc québécois pour ça? Rien. Ils ont continué de chialer à Ottawa. Et regarde, le prix qu'ils viennent de payer. La même chose pour le Parti québécois. Nous avons une éducation et une santé médiocre. C'est grâce à qui? On a oublié l'histoire, bien sûr, lorsque Mme Pauline Marois était au pouvoir. On est d'accord? Et aujourd'hui, on parle d'union. Oui, je suis d'accord. Il faut que les souverainistes se unissent pour dire, OK, quel parti va prendre la souveraineté à partir de maintenant? OK, il va changer les choses, il ne va pas faire seulement une enquête sur la Constitution, mais dans les milieux de transport, dans toutes les affaires. Ce parti qui va dire, oui, je m'engage à faire ça, on va voter pour ce parti. C'est la seule unité que je suis d'accord. Merci. Ah ouais, je sais, mais moi je sais que c'est ça. Alors, il faut parler d'unité. Il y a un problème d'unité. Ça, c'est une question pour essayer de rallier tout le monde au PQ. À Gabriel Duchesne. Tandis que le Parti québécois n'est jamais présent dans les affaires citoyennes où est-ce que les vraies questions sont posées. Ils restent dans leur petite chambre puis faire leur petite politique. Ils remettent en question l'indépendance. Ils se joignent pas au véritable mouvement qui est populaire. Puis l'unité est uniforme. Alors puis en plus, on peut pas parler d'unité quand la politique est dirigée par une minorité capitaliste qui dirige tout qu'est-ce qui doit se passer, puis comment ça doit se faire, le travail. Alors, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'unité par la démocratie directe, soit l'anarchie organisée, l'anarchie locale. Anarchie. Je crie que pour ma liberté d'esprit, j'écris car je prône l'anarchie. Je vis en croyant que je suis à l'abri. Mais ce soir, on se lève au nom de la justice, supplice trop souvent parsemé de regards absents. Rage la mort. Où sont passés les idéaux? Les jeunes ne prônent plus la légitimité de s'entraider, ne restant point de solidarité sociale en perte d'autonomie partiale. Une vie que trop marginale, blastant les caporales, un refus d'accepter la réalité féodale des démons désormais maîtres de cet art martial. Mais quel espoir peut-on voir chez la relève endormie? En croire les promesses bestiales? Il faut réveiller ces affaiblis, victimes d'un manque de leadership, pas mal plus grave que la réalité subliminale. L'unique solution possible, devoir et responsabilité astrale. L'unique légitimité du pouvoir se doit d'être constituée de chaque pièce de l'unité sociale. Et seule l'anarchie nous délivrera de la folie. Du moins, en espérant que ce soit plus réalisable que la détresse de leurs promesses. Mériter notre détresse vaut mieux que de se déresponsabiliser et donner la chance de nous gouverner à de faux associés qui ne rêvent que de devoir casser. Cessons de dire adieu au bon sens et entraînons avec nous les civilisés déresponsabilisés. Pourquoi refuse-t-on de s'auto-gouverner et pourquoi donne-t-on le fardeau de la chance à ceux qui ne font que manipuler notre arrogance? L'unité est citoyenne, elle n'est pas de petite politique et du 1% qui profite en spéculant sur notre argent. Le frère Justine, il disait qu'il n'y avait pas de se cacher, il ne se cachait quand il y avait des postes citoyens. L'après-midi, il y avait des péquistes. Il y avait des petits péquistes Tu viendras parler, Gilles. Bonjour, moi je pense que pour rassembler tout le monde autour de l'indépendance, il faut avant tout militer pour l'indépendance. Effectivement,
Je pense qu'à peu près tous les groupes sont rassemblés autour de Cap sur l'indépendance. Et ce qu'il faut, c'est être en marche et faire bouger. Plus on va être dans l'action et plus tout le monde va se rassembler. C'était l'objectif de Cap sur l'indépendance, de rassembler toutes les organisations indépendantistes de la société civile ensemble pour faire une campagne permanente pour l'indépendance. Je pense que la division est venue beaucoup de l'inaction. Et mon objectif n'est pas de critiquer le PQ ou le Bloc outre-mesure. Je pense qu'ils ont suffisamment de difficultés comme c'est là. Mais je pense qu'à partir du moment où c'était pas l'indépendance qui était mise de l'avant, qui était la priorité, ben ça s'est effrité et les gens ont voté. Si les gens plus à droite ont voté plus à droite, ceux plus à gauche ont voté plus à gauche. Et je pense que plus c'est l'indépendance qui est mise de l'avant et plus les indépendantistes se rassemblent et travaillent ensemble. Alors c'est ce qu'on essaie de faire à partir de la société civile, pas contre les partis politiques. Excusez-moi. Mais de façon indépendante, je pense que si on réussit à renforcer l'ensemble des organisations de la société civile et à travailler en réseau, travailler en collaboration, on va réussir à faire une véritable campagne pour l'indépendance, une campagne pour notre liberté collective. Et à ce moment-là, on va créer un mouvement dans la société civile et je pense que les partis politiques vont suivre. Et c'est ça un peu la stratégie que je vois. Mais je pense que tous les indépendantistes sont unis. Ceux qui sont au Parti québécois sont aussi de bonne foi. Et je pense que plus on va ramener l'indépendance à l'avant-plan, plus on va être unis et plus on va être, disons, solidaires. Merci. Bonjour tout le monde, alors je suis Gilbert Paquette, je coordonne le réseau Cap sur l'indépendance qui regroupe 22 organisations. On parlait d'unité tantôt, on en a créé de l'unité, alors on a 22 organisations, les principaux mouvements dehors des partis politiques, dont la Société Saint-Jean-Baptiste, la Ligue d'Action nationale, mais aussi une dizaine de groupes qui ont été créés par les jeunes, des comités souverainistes dans les cégeps, dans les universités, les jeunes patriotes, le réseau du Québécois, le RRQ, et aussi le mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec. Alors tous ces groupes-là, et les IPSO aussi, les intellectuels pour la souveraineté que je préside, ont organisé la semaine dernière, samedi dernier, une marche de solidarité qui a été un énorme succès. C'était un moment où, peu importe les partis politiques, il y avait des gens du Parti québécois qui étaient là, il y avait des gens de Québec solidaire, du Bloc, de d'autres partis, il y avait des gens de tous les mouvements, il y avait des simples citoyens qui sont indépendantistes et qui veulent travailler comme citoyens à la progression de l'idée d'indépendance. En fait, ce qui nous bloque, la raison pour laquelle les gens souhaitent du changement, c'est le surplace de ce grand projet collectif qui est presque advenu en 1995, il y a 16 ans. C'était un extraordinaire moment démocratique qu'on aimerait bien revoir et qui est en train de se produire aussi tranquillement. Un moment où 95% de la population est allée aux urnes pour voter. Et vous connaissez le résultat, ça a fini moitié-moitié, ça a fini par un match nul et on s'est fait voler quelques votes aussi des migrants qu'on a reconnus à la hâte et qui ont prêté serment d'allégeance à la reine, comme tous les immigrants. Alors, depuis ce temps-là, il n'y a pas de campagne vraiment organisée, permanente, pour l'indépendance du Québec. Et c'est ce que nous avons commencé à faire la semaine dernière avec ce grand rassemblement qui a rassemblé tout près de 3000 personnes. Alors évidemment, il y a des médias qui ont dit c'est quelques centaines et tout ça. On n'était pas loin de 2000 personnes dans la rue et ici au Champ de Mars. Et ça a été un extraordinaire moment d'unité. On a des archives. Pareil, oui, on a des photos de ça, puis on a des archives, puis on peut le démontrer. Hein. Alors, moi j'aimerais vous inviter à un autre rendez-vous parce que tous nos organismes organisent toutes sortes de rencontres. Alors, lundi qui vient, là, dans 2 jours, les intellectuels pour la souveraineté organisent un débat sur la démocratie et l'indépendance, le lien entre démocratie et indépendance. L'indépendance, c'est un projet démocratique. Sans
indépendances, on n'est pas en démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Or, on vit dans une constitution qu'on n'a jamais acceptée, dont c'était l'anniversaire vendredi, et qui nous a été imposée par le Canada anglais. Notre peuple n'a pas choisi sa constitution. D'autre part, on a besoin de se réapproprier l'État québécois, même la moitié d'État qu'on a actuellement. Mais pour ça, il faut passer des lois démocratiques. Il y en a un certain nombre qui ne sont pas possibles dans le cadre de la Constitution canadienne. Pour avoir une démocratie pleine, même au niveau de l'État provincial du Québec, il faudrait modifier la Constitution. Et on sait que ceci est impossible. La Constitution est fermée à double verrou. Donc, il faut passer par l'indépendance et travailler à la fois à l'augmentation de la démocratie. La démocratie, elle commence par la parole citoyenne. C'est ce qu'on fait ici tous les samedis et qu'on va continuer à faire. Merci aux organisateurs de Mars 2011. Merci. Je vais prendre seulement 2 minutes pour vous dire que, justement, mars 2011, le comité qui organise ces vigiles depuis mars dernier, on a travaillé très fort avec Cap sur l'indépendance pour organiser cette marche-là. Et je vais juste présenter un petit bilan financier parce que nous, on s'est cotisé pour ramasser de l'argent, pour produire des affiches et faire de l'affichage. Donc, les militants, il y a 9 ou 10 militants qui ont ramassé 250 $ pour mars 2011 et on a produit 500 affiches qu'on a collées partout à Montréal. On a couvert 57 stations de métro et très bien fait à part ça. Et l'argent a servi non seulement à payer les affiches, la colle, mais aussi des passes de métro pour ceux qui n'avaient pas une passe, disons, mensuelle. Donc, merci beaucoup aux militants de mars 2011. Il y en a plusieurs qui sont ici, là, qui ont participé à coller des affiches et à financer toute l'opération. Merci beaucoup. Vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées, nous, ce qu'on discutait au début, c'est qu'il faudrait quand même que les mouvements évaluent le degré d'urgence qu'il y a d'agir pour l'indépendance. Il faudrait tabler sur l'idée que c'est une urgence, que dans les 15 dernières années qui ont passé depuis le dernier référendum, on a perdu des avantages, on a perdu des leviers, et qu'à partir de là, ça devient de plus en plus urgent. Donc, je rappelle que M. Landry, la semaine passée, expliquait aussi et parlait de l'urgence. Bonjour. Bonjour. Ouais. Donc, on est dans une... ça va, on est dans une session citoyenne. On a un cadre, les gens viennent parler. Ok, moi, je veux parler. Non, c'est pas quoi. Attendez votre tour, ça sera pas long. Monsieur. Donc c'est ça, je parlais que l'urgence de tabler sur l'indépendance en tant que telle. Donc il faut évaluer ça, il faut que tous les mouvements se mettent d'accord sur l'idée que c'est une urgence. Et là, jusqu'où on peut être difficile, jusqu'où on peut discuter entre nous de comment atteindre ça. Et de qui devrait le faire et qui devrait pas le faire et par où est-ce qu'il faut passer politiquement. Et surtout d'évaluer et de marteler et de discuter avec tout le monde qu'il y a urgence. Moi, je comprends. Moi, ça fait 7 mois que je suis ici et que je dis qu'il y a urgence. Quand il y a eu le dépôt du budget Pachant, il y avait urgence. Il y a encore plus urgence avec tout ce qu'on peut lire dans les médias et tout ça. Donc c'est de prendre conscience là que est-ce qu'on a le... Donc moi je pose la question, est-ce qu'on a le luxe de prendre notre temps pour décider quelle serait la meilleure façon et discuter quelle serait la meilleure façon, etc. Donc ça je trouve que c'est un point important. Si vous voulez ajouter quelque chose à ça, vous êtes les bienvenus. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait s'exprimer sur là c'était la vigile, c'était la dernière et troisième partie de la vigile triptyque.
Et cette vigile-là, l'idée c'était de travailler en collaboration avec Cap sur l'indépendance. Et puis ce qu'on décidait de faire, c'était, bon, premièrement, on a eu une rencontre le 22, chaque mouvement s'est présenté, a expliqué leurs particularités. Donc on a compris un peu chaque mouvement, qu'est-ce qu'ils font et tout et tout. La semaine passée, c'était le grand rassemblement. Et puis là, on a vu à quel point il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour ça. Et on a pu être quand même beaucoup de gens pour se rencontrer et discuter de tout ça. Et puis là, cette semaine, ce qu'on discute, c'est comment contrer la fragmentation du mouvement indépendantiste. Donc là, il y a eu des gens qui sont venus s'exprimer et tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter quelque chose ou embarquer dans le débat ou s'exprimer au niveau de comment contrer est-ce que c'est une image ou est-ce qu'il y a vraiment de la division dans la mouvance? Donc, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou débattre. Je me présente, Michel Morin. Ça fait 30 ans que je suis conseiller à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et au Parti québécois. J'ai toujours milité pour l'indépendance du Québec, surtout quand le général de Gaulle a dit « Vive le Québec libre », justement ici. Ça m'a beaucoup aidé. Je suis parti en France après pour 1 an et j'ai fait des études là-bas. Je suis revenu, j'ai vu les mesures de guerre qu'il y avait ici et tout. Alors, le FLQ et tout. Alors, quand le Parti vert est rentré, on perd notre langue. Comment considérer les nouveaux arrivants à parler français, aller à l'école française, parce que tout dans l'Ouest, l'hôpital Douglas, l'hôpital général, l'hôpital Royal Victoria, t'as le collège d'Anson, l'Université Concordia, l'Université McGill, qui est tout anglophone. Ça, c'est anglicisme, Montréal. Vous savez pas comment. Enfin, moi, j'habite dans le centre-ville de Montréal, près de ces institutions anglophones-là, et je trouve que ça anglicise beaucoup Montréal. Alors, vive l'indépendance! Il faut pas lâcher, il faut continuer. Il faut voter pour le Parti québécois. Si on veut gagner, il faut se rassembler souvent. Bonjour, félicitations. Bon, eh bien, c'est ce qui termine la discussion. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait ajouter quelque chose à la fragmentation? Plusieurs partis ont des causes différentes. La gauche et la droite se divisent. Alors, il faut avoir un projet commun, se battre sur le projet commun, ce qui n'empêche pas de donner son point de vue et qu'il y ait des discussions, puis que la social-démocratie ait vraiment lieu. C'est quoi la social-démocratie? C'est pas de tasser la gauche comme le PQ le fait depuis René Lévesque à aujourd'hui. C'est de discuter et d'avoir un consensus pour que ça fasse l'affaire du plus grand nombre. Puis ce n'est pas seulement le parti, c'est aussi selon la demande des citoyens. Donc, c'est ça, c'est ce qui met fin à est-ce que quelqu'un d'autre aimerait se prononcer? Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait apporter un point concernant la division du mouvement indépendantiste? La division, dans notre histoire, ça a été, malheureusement, et trop souvent, notre point faible. De l'autre côté, c'est l'unité. Ils le font quand c'est le moment, quand c'est important. Il y a 30 ans, le Canada anglais s'est uni avec, évidemment, l'apport et l'intelligence machiavélique de Pierre Elliott Trudeau, qui a malheureusement, et pour l'histoire, c'est comme ça. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Malheureusement, Lévesque a été le perdant. Il a été éberné. Il a peut-être été un peu naïf.
en croyant que l'idée du référendum, c'est à cela qu'il faut penser. La technique, comment y arriver? Alors qu'on voulait provoquer quelque chose. Et Trudeau, à l'époque, 30 ans plus tôt, a créé cette unité dans l'autre camp, en divisant le rapport que l'évêque avait fait avec les autres provinces. C'est ça. Il y avait divisé par rapport à Ottawa. Les provinces canadiennes pouvaient très bien s'unir contre Ottawa. C'est encore possible. En faisant cela, on pourrait éventuellement ébranler les murs du temple. Il faut trouver des façons de faire. Il faut utiliser notre imagination. C'est à cela qu'il faut se convier. À utiliser les moyens que nous avons pour créer ce mouvement qui va être la perte de l'autre camp. Ils sont unis, mais on peut très bien fracturer ces murs. Pour nous, il faut s'unir. Il faut se rassembler. Il faut créer nous-mêmes ici notre démocratie. C'est à cela qu'il faut se convier. Et j'aimerais vous introduire ici un petit livre très intéressant qui vulgarise un système que nous entendons beaucoup parler, auquel nous n'avons pas toujours les bonnes informations. Autrement dit, nous ne savons pas vraiment tous les tenants et les aboutissants. C'est le modèle suédois de la social-démocratie. On s'est inspiré beaucoup, pensons souvent qu'on s'est inspiré au Québec de ce modèle. Peut-être qu'il y a des bémols à faire. Et un petit livre que vous pouvez lire, c'est de Mark Deed, pour un Québec souverain et pour un Québec solidaire, lucide, solidaire et souverain. Un petit livre très intéressant qui vous permet de connaître comment la Suède a procédé à l'unité de sa nation, à concerter tous ses membres, qu'ils soient du patronat, des syndicats, des élites politiques, pour en faire véritablement une nation qui puisse être cohérente, prospère et solidaire, mais responsable également de tous ses citoyens. C'est à cela qu'il faut se convier, à bâtir une société ici unique au monde. Pourquoi pas? Il faut le rêver. Il faut l'imaginer maintenant. Mais ce n'est que par nos actes. C'est bien beau parler. Parler bien, parler fort. Mais si nous n'agissons pas, maintenant, si nous ne prenons pas acte de la réalité d'aujourd'hui, de la misère qui se vit et de l'imposture qui s'installe chez nous, qui nous prive de notre agir collectif, qui vole nos ressources pour soi-disant notre bien commun, c'est à cela qu'il faut être réaliste. C'est à cela qu'il faut parler à nos concitoyens. Êtes-vous d'accord d'appuyer ce régime, d'appuyer ce gouvernement? Vous qui êtes derrière la caméra, vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes d'accord encore d'appuyer un régime qui nous vole au grand jour, qui vont faire de grands projets qui vont nous coûter une fortune, à nous, mais surtout à nos enfants et nos petits-enfants, qui vont les endetter en leur faisant des promesses de plein emploi? Vous allez vraiment marcher là-dedans? Vous allez vraiment aller appuyer un parti qui n'a aucune idée de ce que c'est que le patrimoine, l'histoire, la culture? Leur idée, c'est une idée commerciale. Nous, c'est une idée universelle qui doit être partagée à travers le monde. Partagée avec toute l'humanité. La seule façon de partager ce que nous sommes vraiment, ce que nous sommes en réalité,
un des peuples fondateurs de l'Amérique, avec nos frères d'Amérique, auxquels nous avons uni nos vies il y a de cela longtemps, et qui malheureusement l'histoire nous a séparés. C'est à cela qu'il faut se convier, à retrouver l'unité, l'unité de la famille. Uniquement en faisant l'unité, nous vaincrons. Merci. Bon, quelqu'un d'autre aimerait ajouter quelque chose? Il est 4h30. On disait évidemment là, que ça durerait jusqu'à 4h30, mais on peut continuer le débat si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Non, personne? OK, ben je vous remercie beaucoup d'être tous venus ici concernant ce petit débat. Et puis, donc, je vous annonce que la semaine prochaine, on recommence les vigiles habituelles, les vigiles qui concernent à peu près tout ce qui se passe dans l'actualité et tout ça. Donc, on invite tous les citoyens à venir s'exprimer démocratiquement sur n'importe quel sujet concernant l'avenir du Québec et du peuple québécois et de l'avenir de la démocratie. Donc, je vous remercie tous d'être venus. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Tu ramasses la canette?